Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous quotidien sur Equinox Télévision. Le gouvernement camerounais vient de rendre public un communiqué sur l'assassinat d'une jeune dame à Mouyouka dans la région du sud-ouest Cameroun. Comfort Toumazan, c'est son nom, a été sauvagement assassiné au quartier Makanga à Mouyouka, donc dans le département du Fako, région du sud-ouest Cameroun, par des individus qui, selon les termes du communiqué, sont des terroristes sécessionnistes parce qu'elle a refusé d'adhérer aux thèses sécessionnistes qui écument la région. Mais bien plus, le communiqué précise que le gouvernement dénonce les allégations mensongères et autres manœuvres fallacieuses des bandes armées qui, après avoir commis des atrocités de toutes sortes contre les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les imputent sans scrupule à nos forces de défense et de sécurité à travers des campagnes de propagande éhontées par le biais des réseaux sociaux. Ces actes odieux et barbares dont les forces de défense et de sécurité et les bandes armées se rejettent la responsabilité et qui complexifient la résolution de la crise anglophone, c'est le fait du jour. Sur le plateau d'Equinox ce soir de ce jeudi 13 août 2020, Jean-Robert Wafo, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. C'est moi. Vous êtes cadre du Social Democratic Front, c'est un parti politique de l'opposition. Merci d'être venu. Vous êtes surtout le ministre du Shadow Cabinet en charge de la communication dans cette formation politique. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission. Maître Richard Tanfou, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aussi à vos nombreux téléspectateurs. J'espère que le sujet va nous enrichir en plus. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous avez également une casquette politique. Vous êtes militant du MRC, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'introduis également Rodrigue Tokodio. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste et vous êtes responsable d'une radio ici à Douala. Radio Estuaire 95 FM. Voilà, merci. Nous attendons le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun, sur ce plateau. Je voudrais d'entrée de jeu donner la parole à Maître Tanfou. Maître, est-ce qu'on a plus d'informations sur ce qui s'est passé ce 11 août 2020 à Mouyouka, dans la région du sud-ouest, concernant cette jeune dame qui a été froidement, sauvagement assassinée? Bon, je pense que si on s'en tient au communiqué du gouvernement, je pense qu'elle ressort un peu les faits, puisque moi-même j'ai vu cette vidéo que par les réseaux sociaux, et quand j'ai essayé de faire mes investigations, il ressort que ce sont des actes qui ont été causés par des hommes armés non identifiés. Ça veut dire que ce n'était pas nos forces de défense, sûrement ce sont des groupes armés séparatistes. Et en voyant la méthode par laquelle ces hommes hors la loi ont commis ce crime, j'ai l'inquiétude que vraiment nous sommes en train de perdre les voies de résolution de cette crise, parce que quand cette crise a commencé, vous voyez, ce n'était pas cette façon de tuer les gens. Les gens sont sortis, ils ont marché. En face, il y a eu une brutalité. On a vu des groupes armés avec les fusils traditionnels. Par la suite, ça a changé de face. On les a vus avec des fusils plus sophistiqués, comme celle de l'armée. Et ce qui me dérange, c'est que maintenant, nous voyons des actes horribles, criminels, qui ne peuvent pas se justifier. Même si les revendications pouvaient être légitime, la barbarie. Nous perdons le sens humain et c'est à répétition. Il y a dernièrement, c'était une fille qui, à la veille d'une soirée, on l'a vu comment elle était tout contente, mais à la fin, le jour qui suivait, elle était abattue. Donc, je pense que la crise est en train de prendre une autre facette. Lorsque, des deux camps, parce que pour moi, je pense que
les exactions sont commises. Vous voyez un peu, lorsque on voit une image d'un prisonnier qui meurt étant enchaîné, je ne sais pas si c'est la vengeance ou c'est quoi, je ne sais pas, parce que c'est ces deux camps qui sont opposés et ils sont entrés dans une phase où ils veulent se positionner. Mais sauf que la méthode qu'ils utilisent, vraiment, personne ne peut la supporter. C'est horrible. Jean-Robert Roffo, quelle impression, je veux dire, qu'est-ce que cela vous a suscité comme réaction en regardant cette vidéo de 20 secondes qui a fait le tour des réseaux sociaux? Quel est le sentiment que vous avez eu à ce moment précis? Choquant, blessant et révoltant. Rien, absolument rien ne peut justifier un acte aussi innommable. Parce que voyez-vous, je n'ai pas pu regarder la vidéo jusqu'à la fin. Dès que le corps de cette dame a été traîné au sol, du côté de la rue, quand j'ai vu dans cette vidéo quelqu'un lever, avant même que, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé après, avant même que la machette n'atteigne le cou, j'ai stoppé la vidéo. Donc c'est dans les commentaires qu'on me dit, ils ont tranché la tête, ils ont fait ceci. Mais déjà, permettez-moi, n'est-ce pas, au nom du SIF, d'adresser les sincères condoléances, n'est-ce pas, à la famille aussi durement éprouvée. Parce que perdre déjà un être cher, c'est quelque chose d'insupportable. Mais perdre également, en même temps, dans des conditions aussi tragiques, je pense que il n'y a pas de mots pour décrire l'état dans lequel se trouve actuellement la famille de la défunte. Mais je dis, pourquoi en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce qu'il me souvient, j'étais sur le plateau de droit de réponse le 1er octobre 2016. 1er octobre, c'était un dimanche. Quand j'ai vu les images où des femmes défilaient avec l'arbre de la paix, j'avais apprécié que, bon, ok, enfin, on les laisse défiler et que rapidement, bon, les choses vont se calmer. J'avais demandé, j'avais interpellé au nom du SDF, le gouvernement, d'engager très rapidement un dialogue. Et j'avais dit ceci, que tel que ça va là, si un dialogue politique inclusif, sur la forme de l'État, du Val, il ne faudrait pas contourner les choses. Si ce dialogue politique national sur la forme de l'État n'est pas rapidement engagé, j'ai d'aller que le pire risque d'arriver. Et j'avais prédit, la vidéo est là, l'émission est là, que si la situation dégénère, il y aura des bandes armées qui seront incontrôlables, il y aura la circulation également incontrôlée des armes à feu de part et d'autre, il y aura même des mercenaires qui risqueront de se mêler à cette crise, avec tout ce que ça comporte comme tentacule au niveau international. Le SGF par ma voix l'avait réitéré, je dis bien le 1er octobre 2016, sur le plateau de droit de réponse. Sidi Moufele est témoin. Alors, maintenant, on se retrouve dans une situation où, au-delà, n'est-ce pas, de l'indignation collective, de la compassion, somme toute humaine, et de l'émotion que cette vidéo, pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout, a pu créer au niveau de c'est-à-dire que comme choc dans la conscience collective. Mais il n'y a que tout ça mis ensemble n'auront malheureusement pas d'effet sur ce qui se passe sur le théâtre des opérations dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est de ça qu'il est question, M. Duval-Fangwa. Parce qu'au-delà de tout cela, oui, nous sommes émus. Oui, il y a de la compassion. Oui, il y a de l'indignation. Et après, qu'est-ce qu'on fait?
Je voulais juste peut-être rappeler que l'émission dont vous parlez, ça devait être le 1er octobre 2017. 2010, probablement parce qu'on se souvient que la crise a, lorsqu'on parle de la genèse de la crise, 2017. Lorsqu'on parle de la genèse de la crise, on parle justement de cette fameuse conférence que Maître Roland Abeng essayait d'organiser dans un hôtel à Douala. Justement, c'était le 1er octobre 2016 et que c'est au cours de l'interdiction de cette conférence qui avait donné lieu à un certain nombre de manifestations, notamment à Bamenda, où par la suite des avocats avaient été chicotés. Et donc certainement, ça devait être le 1er octobre 2017. Merci pour la correction. Oui, alors, Rodi Tchokodieu, quelle était votre réaction en regardant ces images-là? Qu'est-ce que cela a suscité en vous en termes d'impression? Une réaction humaine. Je veux dire que lorsque vous écoutez l'ensemble des personnes qui se sont exprimées avant moi, et même au-delà de ce plateau, c'est un concert de condamnation. Il y a une unanimité dans la condamnation. Parce que, voyez-vous, même un animal, aujourd'hui, on a les droits des animaux, comme beaucoup de personnes l'ont encore rappelé. Il y a des conditions, même pour abattre un animal. Il y a même pour la volaille, il y a des conditions pour lesquelles, si vous abattez une volaille, vous risquez d'être fortement, mais alors très fortement sanctionné. Combien de fois pour un être humain? Non, je pense qu'il y a dans cette vidéo, il n'y a rien d'humain dans ce qu'on a vu. Il y a surtout chez ces personnes-là qui ont perdu le sens de l'humanité, la volonté de chosifier l'être humain, de déshumaniser l'être humain. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que cette jeune dame savait qu'elle allait mourir. Elle a vu sa mort venir. Elle a vu ses bourreaux venir. Elle n'a pas pu leur échapper. Elle a essayé comme elle a pu avec ses jambes. Et quand vous voyez ça, vous entrez en transe. Elle a essayé. Elle s'est débattue. Il lui avait ligoté les bras dans le dos. Elle s'est battue comme elle pouvait. Et ce monsieur qui a scellé le coup fatal, comme un scorpion, il tournait autour de sa victime. Il tournait autour de sa proie. On dirait qu'il s'est préparé. Ou alors qu'il n'est pas son premier coup. Ou alors qu'il a acquis l'ingénierie en matière de mise à mort à travers une simple machette de 1500 francs, maximum 2000 francs. Cet outil de guerre qui cause autant de souffrance. Il a tourné autour d'elle, il a tourné, et lorsqu'il a eu le bon angle, un seul coup a suffi. Le deuxième, c'est juste bon, entre guillemets, peut-être pour abréger les souffrances et s'assurer qu'il ne reviendrait plus pour achever le boulot. Je pense qu'il y a vraiment ça renvoie à l'état de nature. Je ne sais même pas si à l'état de nature, les gens avaient atteint ce degré de barbarie qu'un journal ce matin a titré l'ensauvagement. On est dans un ensauvagement à nul autre comparable. Quelqu'un a dit que le conflit est en train de glisser. Oui, c'est en train de glisser, effectivement. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on est tout doucement en train de glisser. Il se peut, il y a aujourd'hui qu'il y a des extrémistes qui malheureusement sont en train de monter en puissance. Mais alors, dans une déviation à 190 degrés, si vous voulez, de la ligne qui était celle de départ, à savoir tout au moins à défaut d'une autodétermination, la revendication à défaut d'une sécession, la revendication d'un fédéralisme. Tout simplement parce qu'on vous accuse, soit de fournir... Bon, c'est vrai que là, dans le communiqué du membre du gouvernement, il dit parce qu'elle a refusé d'adhérer aux thèses sécessionnistes. Bon, nous, ce qu'on a eu, c'est que dans son téléphone, on aurait trouvé l'adresse ou les images d'un élève gendarme, d'un élève policier, autant pour moi, à Moutin-Guédin. Et donc, ils l'ont fait passer devant le tribunal sommaire. Et le escadron de la mort chargé d'exécuter la sentence, eh bien, a exécuté la sentence. Donc, pour peu qu'on vous soupçonne d'entretenir une relation, qu'on vous accuse de fournir des informations aux forces gouvernementales ou aux assimilés des forces gouvernementales, eh bien, c'est ce verdict-là, c'est cette sentence-là qui vous attend. Donc, véritablement, on n'est même plus dans le conflit. On est dans un ensauvagement total. Il n'y a pas de mot suffisamment fort pour décrire cela. Bon, maintenant, sur les causes, les conséquences, c'était prévisible. Oui, c'était prévisible. Quand une guerre dure, et c'est la guerre sale, entre guillemets, cette guerre sale, c'est la guerre qui coûte très moins cher. C'est-à-dire, avec une machette de 1500 francs, vous pouvez abattre tout un village. Les guerres les plus moins coûteuses, mais avec énormément de victimes. Une balle coûte plus cher, une bombe coûte plus cher, mais avec une machette,
un coup, en une temps, vous devenez un tortionnaire, quelqu'un qui décapite, et la nuit d'après, vous devenez un simple citoyen. Donc, effectivement, c'est, comme dit le maire Jean-Robert Bafo, oui, une fois qu'on a condamné, une fois que la communauté de personnes bien pensantes, qui ont encore de l'humanisme, une fois qu'on a condamné, qu'est-ce qu'on fait? Autrement, on va se retrouver dans une semaine ou dans 10 jours, encore en train de condamner un autre acte. Alors, Maître Richard Tanfou, il y a eu ce communiqué du gouvernement, mais il y a quelque chose quand même qui revient, qu'il faut souligner dans ce communiqué, parce qu'il faut rappeler qu'en dehors du cas de l'assassinat de cette jeune dame à Mouyouka, le gouvernement est revenu sur une situation semblable dans la région du Nord-Ouest pour indiquer que en l'espace pratiquement d'une semaine, il y a eu 2 assassinats semblables. On a parlé également de ce cas de Thierry dans le département de la Mézam, dans le Nord-Ouest du Cameroun. Et dans la suite du texte, le gouvernement dit que il dénonce ces allégations mensongères et autres manœuvres fallacieuses des bandes armées qui, après avoir commis des atrocités de toutes sortes contre les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, imputent sans scrupule à nos forces de défense et de sécurité donc ces actes-là à travers des campagnes de propagande sur les réseaux sociaux, ce qui donne l'impression qu'on est dans une situation où en réalité on n'est pas totalement ou définitivement fixé sur les auteurs de ces actes-là. Yes, Duval, you see, it's the reality that after 38 years of reign, the present regime is failing, because when you remember the logistics, equipments that the Cameroon army has whenever there is a 20th May parade, even with the personnel, do you think personally, interiorly, that if our defense forces have to stand against these separatists for an armed conflict, would they have any chance? So just to tell you that the Cameroon army is failing, or the military strategy that they thought putting it in place will succeed is failing. And it is high time that they should recognize that the military strategy that was put in place to resolve this Anglophone crisis has failed. Because today we'll condemn this act. Tomorrow we'll condemn another one. So we'll keep on condemning without actually sitting down and accepting that we have failed. Let's rethink on the strategy. I think that is what should ignite us. You used to see when 20th May parades, you see the number of military personnel, you see the logistics, you see even the guns that they are holding. So if they have been unable to track down the separatist armed group, the regime in place of Mr. Biya should understand that it has failed. Because you see, this problem of the Anglophone crisis is not today. Since 2012, the Cameroon Renaissance drew the attention of the government that there was a problem. Do everything possible to settle this problem, but it was waived. In 2016, it sparked. And years after years, you are seeing different scenarios of atrocities. And you think that today, we are condemning this. What will happen tomorrow? So just to tell you that the regime or the military strategy put in place have failed. We cannot be fighting our own brothers. Like he said, it just suffices for somebody who is maybe angry or maybe that has the anger of revenge to use a cutlass or 1.5 to butcher or to treat somebody inhumanely. Just to tell you that if it was, for example, an armed retaliation maybe with a neighboring country, yes, that time you know your enemy. But with these separatists, it is difficult. So the military strategy wasn't the best. And it is high time we recognize that we have failed. Because when they do that, when the military will now go to the field, they will kill all the civilians who are there in retaliation. So at the end of the day, are we moving forward? 4 years today, is the war ending? When people sit and think that my brother was maybe arbitrarily arrested without any reason, kept in prison maybe for 3 years and has not had any judgment and is dying on a sick bed while in the handcuff. You imagine what can be growing in his mind. Now,
we have split. I know when this type of when we are living this type of atmosphere, that is even an avenue for the devil, because those are devilish acts. Jean-Robert Wafo, on se souvient du cas de Florence Ayafor. Elle avait été pratiquement assassinée, tuée dans les conditions similaires. Il y avait une indignation collective, générale. Aujourd'hui, plusieurs semaines, plusieurs mois après, on assiste à une autre situation semblable. Comfort Toumassan, assassiné pratiquement dans une condition de façon horrible. Et rien n'indique que demain, on sera complètement sorti de l'auberge. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, avant de dire ce qu'il faut faire, je vais un peu revenir sur le communiqué du gouvernement. Ils vont un peu trop vite en besogne. J'ai comme impression que le drame de Carabou n'a pas servi de leçon. Parce que immédiatement après le drame de Carabou, il y a une première version. Et plus tard, quand le président de la République a ordonné donc une enquête, on s'est rendu compte que la première version ne reflétait pas la réalité sur le terrain. Du moins, en attendant que le tribunal militaire puisse entrer dans le fond de cette affaire. J'ai dit, la situation, avec ce nouveau drame-ci, c'est un nouveau cap qui est en train d'être franchi, parce que le cas de Comfort, ce drame s'est produit en pleine ville. On voit les images, puisqu'on voit... Il y a un véhicule qui passe, qui passe derrière. Contrairement au meurtre de Ayafor, qui était toujours insoutenable, c'était en pleine brousse. On voyait la végétation. La végétation et tout, mais là c'est en pleine ville. Ça veut dire il y a un nouveau cap qui vient d'être franchi. Et j'espère que, au-delà du communiqué du gouvernement, que les véritables auteurs, je parle des véritables auteurs, et les vrais commanditaires de cet acte odieux seront arrêtés, seront mis aux arrêts et jugés conformément à la loi. Je dis bien les véritables. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest l'a également indiqué, en échangeant avec des personnes, là, indiqué que le gouvernement va tout faire pour mettre aux arrêts des personnes qui sont responsables de ces actes barbares et odieux. Non, là, par contre, c'est une bonne communication. Il ne s'est pas précipité pour dire que c'est les bandes armées, c'est maintenant. Non, là, c'est une bonne communication. Parce que la communication gouvernementale indique, c'est-à-dire que dit depuis temps blanc, fait croire qu'ils sont déjà identifiés. Mais par contre, la communication du gouverneur de la région du Sud-Ouest, c'est une communication républicaine, c'est une communication juste, c'est une communication, n'est-ce pas, qui laisse le champ ouvert à toutes sortes, c'est-à-dire à toutes sortes d'individus. Alors, vous nous expliquez qu'on est en train de monter dans... Moi, j'ai une pensée pour nos forces de défense et de sécurité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont sous la tutelle du politique. Ils ne peuvent exécuter que ce que les politiques leur disent. Et je mesure, parce que c'est une guerre asymétrique. L'ennemi, c'est pas comme Maître Tamfou a dit, c'est pas une guerre qui oppose deux armées. C'est-à-dire que même quand ils vont sur le théâtre dans des opérations, ils peuvent eux-mêmes sauter. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi je parle de la tutelle politique? Parce que j'ai comme impression qu'il y a un camp à Yaoundé constitué de faucons qui n'a pas compris que cette crise est essentiellement politique. Et à toute crise politique, des solutions politiques. Parce que je vais vous dire, est-ce que vous savez, bien avant 90, en 86, le célèbre écrivain Mongo Betty, paix à son âme, a tiré déjà l'attention dans son livre, dans sa lettre ouverte au Cameroun, à la page 81. Il disait: la province anglophone est désormais, au moins virtuellement, en état de sécession. Une tension qui, si irréversible, monte peu à peu entre cette province et l'État Biya, avec son appareil répressif et ses conseillers franco-catholiques suicidaires
et elle risque de déboucher sur un bain de sang. Ça, c'est en 86. Le problème était là. Le gouvernement a fait semblant de ne pas, le régime a fait semblant de ne pas prendre, n'est-ce pas, cette alerte au sérieux. Il y a eu des villes mortes. En 91, il y a eu la tripartite. Je vais revenir dessus pour que vous compreniez bien. À la tripartite, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui étaient pour l'État jacobin, ultra centralisé, il fallait demeurer là-dedans. Et il y en avait d'autres qui étaient pour le fédéralisme. On a coupé la poire en deux, on a dit qu'il faut la décentralisation. Un comité de suivi, n'est-ce pas, des accords de la tripartite a été mis sur pied. Mais voyez-vous, M. Duval-Fangwa, ce comité n'a jamais siégé. Parce que dans les minutes de la tripartite, il était clairement indiqué, je dis dans les minutes à ne parcourir, ceux qui font Sciences Po et qui s'intéressent à l'histoire de ce pays, que ce soit dans leur thèse et tout, dans les minutes de la tripartite, il était question qu'on devait passer à la décentralisation. Après la décentralisation, on devait passer à la régionalisation. Et après, on devait examiner, si possible, on pouvait passer au fédéralisme. C'est dans les minutes. Mais ce comité... C'est ce qui a inspiré la mise en place de la Constitution de 1996, qui justement définit le Cameroun comme État comprendre que le comité de suivi des conclusions de la tripartite n'a jamais siégé. Parce que c'est ce comité qui devait évaluer, n'est-ce pas, l'avancée d'abord vers la décentralisation, ensuite vers la régionalisation et si possible, atteindre le fédéralisme. Ceux qui gouvernaient ont joué à l'autisme et à la condescendance. Et on en est arrivé là. Parce que, je vais vous dire, je vais le dire clairement, on est en train, aucun Camerounais rationnel, c'est républicain, ne peut être d'accord avec ce qui se passe. Et d'ailleurs, la position du SDF est claire. Nous sommes pour le fédéralisme et la sécession est à proscrire. Nous sommes pour le fédéralisme parce qu'il faut rentrer, c'est-à-dire qu'il faut que le Cameroun redevienne un État fédéral. D'autres disent à deux États, ça c'était notre position dès le départ, mais toujours dit qu'il faut mettre ça sur la table, même si on doit avoir un fédéralisme à 10 États sur les contours géographiques des régions actuelles, il n'y a pas de problème, il faut passer au fédéralisme. Et je vais dire, le ministre Abou Machoui, M. Duval-Fangwa, je l'ai suivi sur votre plateau, sur un de vos plateaux. Il a dit ceci, qu'à l'époque, on avait mis sur pied une commission, le président Aïdjo. Et le président Biya, à l'époque, il n'était pas encore président de la République, en était le président, il en était le rapporteur. Ils sont descendus et ils ont rencontré les élites, n'est-ce pas, du nord-ouest et du sud-ouest. Le rapport avait été fait. Quand on fait le rapport, on remet évidemment au président de cette commission. Alors la phrase qui m'a marqué, parce que je suis un homme politique, les trucs sont dans les détails, comme on dit souvent dans la vie courante, le diable est dans les détails. Il a dit, le président Paul Biya connaît les problèmes anglophones et il a la solution. Il dit les problèmes, il les connaît et il a la solution. Ça veut dire que le président de la République a la solution. Et de mon point de vue, et ça n'engage que moi, je le dis ici au Camerounais, la solution, c'est de passer à un État fédéral et qu'il y ait un président anglophone après le président actuel. 60 ans de présidence francophone, ça n'a pas marché. Du moins, les résultats qu'on a eus sont fortement mitigés. D'autres diront, non pas à tort, que les résultats ne sont pas ceux escomptés. Pour résoudre ce problème, il nous revient à nous, n'est-ce pas, passer au fédéralisme et que ce soit un anglophone qui expérimente le fédéralisme à la tête de l'État du Cameroun. Alors, Loïc Tchokodieu, vous n'avez pas forcément revenu sur ce qu'indique Jean-Aubert Wafo sur les solutions, parce que parler d'un anglophone à la tête du Cameroun, cela suppose peut-être qu'il va falloir modifier la Constitution. Non, on ne modifie pas. Ce n'est pas un décret. On ne modifie pas. On ne modifie pas. Mais permettez à Rodrigue de prendre la parole. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Rodrigue, un seul instant. C'est-à-dire, au Nigeria, il y a des accords secrets
entre hommes politiques de bonne foi. Tout le monde sait que après un président musulman, c'est un président chrétien. C'est pas inscrit dans la Constitution. Ok. Mais c'est Alors, c'est ce qu'on appelle le gentleman agreement. Le gentleman agreement. Alors, il le faut pour ce pays. Rory Tchokodieu, lorsqu'on aura fini de s'indigner, Oui, ce sera justement. quoi la suite? Justement, vous-même, vous l'avez très clairement indiqué. On s'est indigné pour Florence Ayafor. Et puis, lorsqu'on a fini de s'indigner, chacun est resté sur ses positions. Sommes-nous en mesure aujourd'hui de mettre un terme à ce type d'atrocité, à ce type de barbarie? Oui. Je pense que nous sommes en mesure de mettre un terme à la seule condition qu'il y ait une réelle volonté de part et d'autre. C'est la seule condition. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des extraterrestres qui viendront mettre la paix dans le nord et le sud-ouest. Ce sont ces Camerounais. Mais regarde la situation actuelle. Oui, ça Robert Orford indiquait qu'on est allé un peu trop loin, on est monté d'un cran. On parlait de Florence Ayafor, les conditions dans lesquelles elle a été assassinée. Là, on se retrouve en pleine ville. Est-ce que cela ne complexifie pas davantage la résolution de cette crise? Si, justement, ça complexifie. Et je posais la question ce matin à un cadre du RDPC, Charlie Zanzan, pour ne pas le nommer. Parce que précisément, effectivement, pour Florence Ayafor, c'était, on va dire, en race campagne. Mais là, cette fois-ci, Mouyoka est supposé, n'est pas loin de Douala. Mouyoka n'est pas si loin que ça de Douala. Est supposé être une zone, entre guillemets, pacifiée, parce qu'on nous a dit, les tenants du pouvoir disent que on peut commencer la reconstruction, parce qu'on a posé la question, est-ce qu'on peut reconstruire lorsqu'il y a encore des arbres qui crépitent? On a dit non, il y a des zones qui sont pacifiées, on peut recommencer la reconstruction dans les zones pacifiées. Mais là, précisément, nous sommes dans une zone supposée pacifiée, et lorsque vous décryptez le communiqué du ministre de la Communication, il dit les bandes armées, quelque chose comme ça, qui écument ces régions. Donc vous avez l'impression que, de quelle pacification est-ce qu'on parle? S'il y a donc des groupuscules armés, des escadrons de la mort qui peuvent se mettre en mouvement, installer un tribunal sommaire, juger et exécuter la sentence, ensuite fondre dans la nature. Deuxième chose, sur le communiqué également, il circule sur la toile des images qui montrent trois individus, qu'on dit être ces personnes-là qui auraient commis cette atrocité-là, qui auraient été arrêtées. Moi, je me serais attendu à ce que dans le communiqué du ministre de la Communication, justement, qu'on indique clairement si on n'a ou pas mis la main sur ces individus. Pour l'instant, effectivement, on a pris ça avec beaucoup de précautions. Pour l'instant, on n'a rien dit là. Au contraire, il y a des images qui circulent montrant comment on a bouclé ce quartier-là dans la région du sud-ouest, ou comment les forces de défense et de sécurité ont encerclé ce quartier-là. Ce qui peut laisser penser qu'en tout cas, les coupables, en tout cas ceux qui ont exécuté cette sentence, sont encore dans la nature. Donc là également, il y a des officines qui voudraient peut-être manipuler l'information. Oui, on peut en sortir. Oui, ça interroge. Comment ça peut se produire à Moulouka? Quand vous l'avez vu agir, ils ne se sont pas sentis outre mesure inquiétés. Ils n'étaient pas pressés lorsqu'ils opéraient. Ils ne vous ont pas donné l'impression d'être en train de frapper et de disparaître. Non. Ils étaient là, ils ont pris tout leur temps. Au contraire, ils ont filmé et ils ont posté. Je pense qu'on peut sortir. Non, il faut avoir une volonté réelle de part et d'autre. Une volonté réelle à la fois des sécessionnistes, des séparatistes et à la fois du gouvernement. Et comme d'aucuns disent, c'est plus le gouvernement ici qui doit, oui, malheureusement c'est comme ça ne va peut-être pas plaire à certains, mais c'est davantage le gouvernement, le gouvernement actuel qui a la responsabilité, effectivement, il n'est pas le seul, mais qui a plus de responsabilité, si vous voulez, dans le retour à la paix que les autres, à lui d'apporter ces solutions-là pratiques. Mais on a l'impression qu'il y a, chacun évolue un peu dans son couloir. Le gouvernement convoque son dialogue, il suit sa ligne, il a ses résolutions, il met sa commission de reconstruction sur place, il cherche ses financements. Et vous avez l'impression que le gouvernement est dans sa réalité. Et à côté, il y a une autre réalité. Et c'est cette réalité-là qui, comme une éruption volcanique, s'impose à nous aujourd'hui, qu'il y a une autre réalité qui est là. Comment concilier donc ces deux réalités? Il est possible de concilier ces deux réalités. Et moi, j'avais une solution toute simple. Depuis la fin du grand dialogue national, en septembre, ça fait 1 an. Dans quelques jours, ça va faire 1 an que le grand dialogue national s'est achevé. Est-ce que sur un plan, si vous voulez, sur un plan épistémologique, est-ce que sur un plan, on va dire, purement administratif, vous avez l'impression effectivement que le statut spécial accordé à la région anglophone, aux zones anglophones, a eu on a un peu eu les contours de ce statut spécial 1 an après? Parce que pour justement isoler ces extrémistes, il y aura tous les extrémistes, même dans le camp du gouvernement, pour isoler les extrémistes qui sont encore là
Il faut bien donner quelque chose, si vous voulez, aux modérés, pour que les modérés puissent opposer cela aux extrémistes en disant nous, on a participé au grand dialogue. Voici ce que nous avons obtenu. Pas la reconstruction, non. On a peut-être obtenu déjà la disparition du poste de gouverneur. Ça, au moins, sur un plan symbolique, oui, c'est un symbole de savoir que le gouverneur n'est plus un mec élu ou nommé depuis Yaoundé. Est-ce que ça demande... Et moi, j'ai toujours été pour ce que on n'est pas obligé d'aller aux élections régionales tout le Cameroun. J'avais toujours, il y a peut-être 2 ou 3 ans, imaginé qu'on pouvait même implémenter la régionalisation d'abord avec les régions anglophones. Tout au moins, ça nous permettrait, de résoudre le problème ponctuel, enfin pas ponctuel, le problème qui était posé immédiatement, et préparer les autres régions à accueillir la décentralisation, la régionalisation qui viendrait. 1 an après, qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le symbole fort qu'on a donné à ces gens-là? Ils ne veulent plus entendre parler de gouverneur nommé, de préfet nommé, de commissaire. Mais on fait comme si, non, enfin ça, on continue, on voulait la reconstruction. Et on est allé à une élection. Et ça a été un fait terrible. Non, le symbole fort, c'est le carrière de John B. Pendja. Voilà. Non, ça j'en viens. Et on allait justement à une élection. Une élection où on n'a pas eu l'impression que les forces sur le terrain, si vous voulez, les forces politiques, même d'avant la guerre, se sont exprimées. Non, vous ne pouvez pas résoudre, je veux dire, de manière durable une crise de cette manière-là. On est en train de saupoudrer les choses. Oui, ce sont peut-être des solutions, mais ce ne sont pas des solutions durables. Et effectivement, le maire Jean-Aubert Wafo fait bien le signaler. L'affaire de la carrière de John B. Pendja, c'était un signal fort. Ça, nous l'avons, enfin moi je l'ai clairement dit. Si déjà nous, dans la partie entre guillemets francophone, on n'arrive pas à s'entendre, même sur cette décentralisation-là, sur ce code de collectivité territoriale décentralisé, et qu'il y a ce problème, et que le ministre de la décentralisation vient dire qu'il faut attendre, les maires doivent attendre, il faut des décrets d'application. Combien de fois les gens dans la zone anglophone? Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun signal fort véritablement qui a été donné. Je ne dis pas que la reconstruction c'est une mauvaise chose, non. Je ne dis pas que le désarmement c'est une mauvaise chose, non. Mais sur un plan purement symbolique, sur un plan pour frapper les esprits, il aurait fallu que là-bas la régionalisation aille davantage plus vite qu'ailleurs. Comment on trouve des mécanismes, qu'on trouve un comité de mise sur pied pour accompagner ce grand dialogue-là, l'implémentation de ces revendications-là, avec pourquoi pas un collège de cardinal Toumi, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui remplacent même de manière symbolique les gouverneurs de l'Afrique du Nord-Ouest et au Kalabila, pour qui j'ai énormément de sympathie dans la région du Sud-Est. Et ainsi, vous donnez quelque chose aux modérés pour opposer aux extrémistes en leur disant écoutez, voici ce que nous avons obtenu. Avec ceci, on peut obtenir le retour des réfugiés, ils peuvent venir, on peut faire des élections et on peut avoir la reconstruction. Naturellement, il y a l'amnistie. Mais quand ce n'est pas ça, je vais dire, on navigue à vue. On croit qu'on a avancé, mais il suffit de 2 coups de machette et on se rend compte qu'on n'a non pas seulement, qu'on n'a pas bougé de l'eau, mais plutôt qu'on a extraordinairement régressé. Maître du Tartanfou, est-ce qu'on a atteint un point de non-retour? Est-ce que la situation, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, au regard de ces actes odieux, ces actes de barbarie, d'espérer qu'on peut arriver à une résolution réelle de cette crise-là? C'est vrai que nos portes se referment, parce que quand la crise venait de commencer, j'étais 100% confiant que ça pouvait se résoudre. Mais je garde toujours l'espoir, si vraiment on a cette volonté politique de résoudre ce problème. On est allé au Nigeria arrêter des leaders séparatistes, croyant qu'en les arrêtant avec leur cabinet, on allait pouvoir trouver une solution. Mais si on avait exploité même cette avenue, en les considérant même comme des morels, parce que l'État du Cameroun se comporte comme si elle ne connaît pas ceux qui arment ces gens-là sur le terrain. On connaît bien où se trouve Ayabacho. On connaît bien où se trouve Marc Barretta. On connaît bien où se trouve Eric Tato. Les autres et les autres et les non, les autres. Mais si nous avons des représentations diplomatiques dans ce pays-là, pourquoi ne pas essayer de trouver un chemin de communication avec ces gens-là? Ou bien, si c'est même difficile, vous avez arrêté les leaders au Nigeria, vous êtes venu à Yaoundé avec. Pourquoi ne pas les mettre sur une table ou bien dire
vraiment, ou bien il y a une position extrémiste et je pense que peut-être avec vous, vous êtes des modérés. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous causez avec eux. Vous libérez même tout le monde que vous avez arrêté dans cette crise-là. Déjà, ça va apaiser même déjà les cœurs des gens. Quand les gens sont en prison, vous avez arrêté les soi-disant leaders et vous ne l'avez pas utilisé. Même quand un semblant de dialogue veut peut-être commencer, rapidement on efface. Comme si, dans le régime actuel, il y a d'autres qui trouvent un gain derrière. Parce que si cette crise s'arrête, vraiment, les poches vont devenir vides. Donc moi, je pense que si nous avons vraiment une volonté politique, il y a encore des pistes. Mais quand vous parlez de volonté, Rodrigue tout à l'heure a parlé de la volonté des deux partis. Non, je dis que... Mais vous semblez hésiter davantage sur la volonté. Non, aujourd'hui, c'est indiscutable. L'État du Cameroun a la plus grande responsabilité. J'ai pris l'exemple de notre armée. Quand vous voyez le 20 mai, vous voyez le personnel qu'ils ont. Mais c'est énorme. Pourquoi alors est-ce qu'en 2 ou 3 ou bien 3 mois, on n'a pas fini avec ces gens-là si c'était facile? Donc c'est pour dire que la stratégie que nous avons utilisée du terrain militaire ne marche pas. Maintenant, revenons sur une stratégie politique parce que c'est un problème politique. Vous avez arrêté des gens, ils sont en prison, plus de 3000, une centaine dans toutes les prisons. Libérez ces gens-là, ils sont libres. Mettez des conditions qui vont permettre d'utiliser peut-être ceux qui sont peut-être programmés, les leaders. Il y a les Mancho BBC, les Pinterest. Ceux-là aussi, ils ont des positions extrémistes. Mais je pense qu'avec ceux qui sont ici, on pouvait un peu les amener à comprendre que bon, voici, essayer de les utiliser pour qu'eux parlent avec les autres qui ont les armes sur le terrain. Comment est-ce que... Bon, donc l'État du Cameroun veut me dire que ceux qui sont sur le terrain sont plus forts que eux qui maîtrisent le terrain. Mais acceptons donc que nous avons échoué. Est-ce qu'il n'y a pas une autre difficulté au niveau des groupes? Il n'y a aucune difficulté. Des groupes qui à l'intérieur. Restons sur le territoire du Cameroun. Oui. Identifions avec qui nous pouvons discuter sur le territoire du Cameroun. Ces gens qui sont en prison là, parmi eux, on peut trouver des gens qu'on peut utiliser comme des modérés. Travaillons avec ces gens-là pour qu'ils portent le message fort. Comme il a dit, on pouvait commencer par faire une régionalisation. À une condition, hein, non, ce que vous dites est fondamental. C'est seulement qu'il y a un émiettement, il y a un éparpillement des groupes sur le terrain. Et il y aura toujours des groupes extrémistes. Et fondamentalement, pourquoi mais à partir du moment où il y a des groupes qui ne sont pas contrôlés, oui. Non, ça complexifie la situation. C'est trop facile. C'est pas la première fois, c'est pas le premier conflit. C'est pas l'armée gouvernementale envoyée, non, s'il vous plaît, monsieur le maire, depuis Yaoundé ou Douala qui va réussir à faire ça. Généralement, dans la plupart de ces conflits-là, ce sont les groupes modérés avec qui, effectivement, on a discuté, on est tombé d'accord. Pas sur rien du tout, hein, mais sur quelque chose vraiment de palpable, de concret, qui constitue vraiment des avancées. Ils sont donc d'accord en ce moment-là de continuer les négociations qui vont peut-être aboutir plus tard à un, c'est pas moi quoi, mais ce sont eux-là qui vont donc désormais combattre ceux qui sont des extrémistes, qui ne veulent rien entendre, et pour certains qui ont versé dans la barbarie. Donc pour vous, il s'agit d'isoler les extrémistes. Ça a toujours marché comme ça. Tout le monde n'est jamais d'accord au même moment. Il faut toujours être d'accord avec si vous voulez, un quorum. Il faut atteindre un certain quorum de personnes représentatives. Être d'accord avec ces personnes-là, leur donner des arguments pour aller convaincre les autres. Leur donner des arguments. Si vous ne leur donnez pas d'arguments, ils vont seulement dire bon, on a demandé de déposer les armes et puis ils rentrent. Et puis quoi? Ça marche pas. On a libéré quelques personnes. Alors, Jean-Baptiste, il faut que je vous donne la parole dans quelques secondes. Nous allons retrouver dans quelques minutes le journal de 20h présenté par Cédric Noufélé. Cédric, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux invités. Ce soir, nous évoquerons la réaction officielle du porte-parole du gouvernement sur cette recrudescence des actes d'horreur et de barbarie perpétrés dans le sud-ouest et le nord-ouest. Quelle est la solution du gouvernement face à ces violences meurtrières? Le gouvernement appelle à la neutralisation des commanditaires et la pacification des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une stratégie que ne partage pas l'honorable député Jean-Michel Nitieux. Vous suivrez comment il accuse le gouvernement d'ignorer le contentieux historique et la forme et la nature de l'État. Nous en parlerons
dans quelques instants. Nous ferons le point sur le contexte dans lequel se déroule cette guerre fratricide dans le nord-ouest et le sud-ouest, des images inquiétantes du sous-développement dans plusieurs villes et localités des régions du sud-ouest et du nord-ouest, un enclavement criard qui se pose avec acuité. Les populations interpellent une fois de plus les pouvoirs publics dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir la situation en Côte d'Ivoire où des heurts ont éclaté avec déjà près de plusieurs morts enregistrés à la suite des manifestations anti-Ouattara, des populations, des jeunes, sociétés civiles qui sont montées au créneau pour dénoncer cette violation, selon eux, de la Constitution, un avis qui n'est pas partagé par les jeunes du parti au pouvoir. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Duval. Merci Cédric. On vous retrouve donc dans quelques secondes pour le journal de 20h, mais tout de suite la réclame. Et juste derrière, ce sera le débrief du journal avec nos invités sur le plateau d'Equinox Soir. Sur le plateau d'Equinox ce soir pour le débrief, Maître Richard Tanfou, avocat au barreau du Cameroun, militant du MRC, Jean-Robert Wafo, cadre du Social Democratic Front et bien sûr Rodrigue Tchokodieu, journaliste. Rodrigue Tchokodieu, on vient d'apprendre en regardant le journal de 20h qu'effectivement il y a d'autres réactions qui ont été enregistrées après le drame d'hier et surtout après la sortie du gouvernement aujourd'hui, celle de Jean-Michel Nithieu et surtout celle d'un autre cadre du RDPC, Elvis Ngolé, Jean-Michel Nithieu, qui estime que le tout ce n'est pas la compassion, il va falloir rentrer dans le fond du sujet pour trouver effectivement les vraies solutions à la résolution de la crise anglophone. Tandis que Elvis Ngolé pense qu'il faut rassurer les populations du nord-ouest et du sud-ouest en mettant en application les résolutions du grand dialogue national et surtout le statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ouais, c'est quand même assez bizarre que ce soit un cadre du NDPC qui demande aussi ça, comme un citoyen lambda qui demande aussi, comme s'il est totalement, je vais dire, impuissant devant l'appareil qui est là, comme s'il est extérieur à l'appareil, RDPC qui est là. Et qui, bon, on dit que ce n'est pas le parti État, mais qui tout au moins est proche, le parti proche du pouvoir. Donc, je pense que non, c'est un peu trop, peut-être léger qu'un cadre du RDP se mette et dise qu'il lui aussi il demande. Non, attends, ils savent très bien comment ils peuvent procéder pour justement que cela soit. Ça va bientôt faire 1 an. C'était en septembre, ça va bientôt faire 1 an. Dans quelques jours, ce sera 1 an après le grand dialogue national. Première chose. La deuxième chose, c'est que oui, j'ai également l'impression que du côté du parti au pouvoir, parce que quand vous écoutez le gouverneur Bernard Okala Bilay, il insiste, il demande aux ONG quelle est votre position. Les ONG réagissent. Je ne sais pas si on voulait que les ONG se fassent harakiri ou bien, je ne sais pas quels organismes. Parce que très souvent, ces ONG sont accusées d'être de violence avec les groupes. Justement, je ne sais pas s'il y a une volonté de ne pas voir les réactions des ONG. Moi, je me pose la question. Parce que nous, en tant que journalistes, on a vu la réaction d'Hilaria Allegrosi, on a vu la réaction de Maxime Ngombe du Redac, j'ai eu la réaction de Philippe Nanga, de l'ONG Un Monde à Venir. On a eu la réaction d'Akere Mouna. On a eu plusieurs réactions. Mais vous avez des gens qui disent qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir. Enfin, je ne sais pas, vous voulez qu'ils fassent que ces personnes-là, qu'elles fassent quoi exactement? Peut-être qu'elles condamnent. Si elles condamnent, elles déplorent, elles condamnent. Je ne sais pas. Donc, non, il y a dans cette façon de faire quelque chose qui renchérit aussi la violence. De dire tu n'as pas suffisamment condamné. Ou tu condamnes mais à demi-mot, ou alors ce n'est pas une bonne condamnation. Non, il n'y a pas de bonne condamnation. On déplore ce qui s'est passé, on condamne les auteurs, ce n'est pas la voie. Il faut mettre sur pied des enquêtes pour déterminer les vrais coupables. Et bon, et là aussi, il y a un autre problème, c'est que les gens disent, mais attends, c'est les terroristes qui sont coupables, c'est les sécessionnistes. Vous attendez, vous demandez encore quels coupables. Oui, même si on sait qui sont les coupables, qui sont précisément les personnes qui ont actionné, qui avaient la machette en main. Je pense que ça également, c'est quelque chose. Par contre, la réaction du député Jean-Michel Nithieu, elle est compréhensible. Oui, maintenant sur la réaction du député Jean-Michel Nithieu, oui, c'est-à-dire qu'il pose le cap, la finalité, c'est un problème historique. Cependant, effectivement, il y a des étapes, il y a des accords d'étapes qu'on peut avoir
pour tout au moins mettre fin à l'hostilité ambiante que nous sommes en train de vivre là maintenant. Le seul problème avec cette réaction-là, et c'est certainement là où je ne serais pas d'accord avec Jean-Robert Wafo, c'est qui parle. C'est le député, est-ce que c'est le SDF qui parle? Parce que là, il y a clairement, aujourd'hui, on peut penser qu'il y a le SDF Ninche et le SDF, tout au moins, Joshua aussi. Moi, je n'ai pas l'impression, honnêtement, quand je regarde ça, que c'est la position vraiment du SDF. On a l'impression que c'est la position d'un député de la nation, et c'est normal qu'il ait sa position. Mais est-ce que c'est la position de son parti qui, il faut le rappeler, a participé au grand dialogue national? Et c'est là où ça devient intéressant. Que dit le SDF? On a la position de Jean-Michel Nitieux, qu'on peut comprendre. D'accord, il y a la finalité de la fédération, oui, mais maintenant, comment on fait pour cesser le feu? Il faut certainement donner quelque chose, je vais te le dire, il faut isoler les extrémistes des modérés, en donnant quelque chose de concret aux modérés, à ceux qui sont là, qui veulent la paix, en leur donnant quelque chose à opposer aux extrémistes. Si vous ne donnez rien aux modérés, on va naviguer à vue, on va avancer, on va se rendre compte que 2 coups de machette peuvent nous ramener très loin en arrière, malheureusement. Jean-Robert Wafo, vous brûlez l'impatience de prendre la parole. Oui, mais je vais dire à mon cher Rodrigue que le communiqué qui a été rendu public a été signé par le député Jean-Michel Nitieux. Et ce communiqué, à aucun moment, ne va à l'encontre de la position du parti. Nous avons participé au grand dialogue parce que nous avons décidé d'adopter une démarche républicaine face à cette crise. Les résolutions, c'était des solutions à minima. Donc nous l'avons dit. Et maintenant que ces solutions à minima ne marchent pas, ça ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est tout à fait normal qu'on passe à une étape supérieure. Et le fait d'avoir participé, je vous en prie, mais je vous dis, c'est clair que c'est lui, mais ça ne contredit aucunement la position officielle du parti qui est le fédéralisme, comme forme de l'État. Oui, ça c'est la solution qui a été prise, bref, la résolution du grand dialogue, à savoir le statut spécial, nous avons tous dit que c'était une solution à minima, qui ne change pas fondamentalement, n'est-ce pas, la position du SDF qui est, depuis, n'est-ce pas, sa naissance, que la forme de l'État doit être fédérale. Mais en lisant entre les lignes du communiqué de l'honorable Jean-Michel Nitieux, on a le sentiment que même le grand dialogue national, si ça dépendait que de lui, non, mais il a même dit, non, mais vous êtes dans des interprétations. Et puis moi, je lis ce qui est contenu. Vous êtes dans des interprétations. Je ne sais pas si vous lisez entre les lignes. Mais revenons maintenant à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez. Alors, parce que vous croyez que les deux camps, cette différence-là n'est pas essentielle. Les deux camps qui entretiennent la violence, bon, d'aucuns m'ont dit l'État a le monopole de la violence légitime. Je veux dire qu'il y a des violences qui sont perpétrées par nos forces de défense et de sécurité, que je ne vais pas totalement condamner ici, parce que dans tout corps de métier, il y a des bébés galeuses. Mais ce que je condamne, c'est la tutelle politique. Et de l'autre côté, il y a les séparatistes. Il est clair que les deux camps n'ont pas évolué sur leur position. C'est de ça qu'il est question. Quand je dis les deux camps, j'ai entendu le ministre Ngolé dire que, ok, il faut implémenter les recommandations des résolutions du grand dialogue. Mais j'ai bien envie de demander. Et mettre en application le statut spécial. Oui, mais j'ai bien envie de poser cette question simple au ministre Elvis Ngolé. Mais dans ce code général de la décentralisation, il est mentionné que le sous-système judiciaire, le sous-système éducatif feront l'objet de lois spécifiques. Où sont ces lois spécifiques là aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas ces lois spécifiques. Dites-moi. Presque 1 an. Doit-on mettre 1 an pour mettre sur pied des lois spécifiques? Et puis, et quand il dit que... et puis, je vais même plus loin. Est-ce que les résolutions... Est-ce que même ce code général dans ce code général des collectivités territoriales décentralisées, est-ce que c'est appliqué? Et quand bien c'est appliqué, qu'est-ce qu'on trouve sur le terrain? Je vais prendre 2 exemples. Premier exemple, l'exploitation des substances minérales non concessibles. C'est mentionné dans le nouveau code. C'est les mairies, c'est les communes d'arrondissement qui doivent le faire. Donc exploiter le gravier, le sable, la pouzzolane, l'argile, le kaolin, le mica. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de décret d'application. Et puis encore, on bloque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que vous savez ce qui s'est passé
quand on adoptait le Code général de la décentralisation. Aujourd'hui, il y a un problème. On ne sait plus qui doit nommer les receveurs municipaux. Parce que voyez-vous, M. Duval-Fangwa, il y a eu une histoire terrible qui s'est passée entre la présidence de la République et le Parlement camerounais quand il s'est agi d'adopter le Code général de la décentralisation. Parce que je ne comprends pas comment on peut mentionner dans un Code général de la décentralisation, s'agissant des comptables publics, que c'est le ministre chargé du développement local, dont chargé des collectivités territoriales décentralisées, qui doit nommer les receveurs municipaux. On a déjà vu ça où. Donc, dans ce code-là, le roi des 360 communes, si on s'en tient à ce code-là, c'est le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées. C'est lui qui nomme les secrétaires généraux et c'est lui qui nomme les receveurs municipaux. Or, le ministre des Finances, c'est le garant des fonds publics. C'est pour ça qu'on l'appelle partout, le ministre des Finances, l'argentier national. D'où vient-il qu'on vienne mettre dans un code que ce ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées, qui doit nommer les receveurs municipaux? Heureusement, après, dernièrement, le président de la République, c'est pour vous dire la cacophonie. Le président de la République a signé un décret régissant les règles générales de la comptabilité publique. Et il dit dans ce décret que les comptables publics sont nommés par le ministre des Finances, ce qui est normal. Mais sauf que ça viole le Code général de la décentralisation qui dit que c'est plutôt le ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées qui doit nommer les receveurs municipaux. Et ce ministre qui demande chaque fois qu'il faut le décret d'application, donc avant d'exploiter les carrières. Ce même ministre n'a pas attendu le décret d'application parce que l'alinéa 6 de l'article 438, n'est-ce pas, de ce Code général de la décentralisation dit que le statut et les attributions des comptables publics donc sera défini par voie réglementaire. Il n'a pas attendu. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une cacophonie. Il n'y a pas une réelle volonté politique de décentraliser. Le jacobinisme est encore présent. Et quand je parle donc de jacobinisme, c'est avec tout ce que ça comporte, des mafias, n'est-ce pas, qui ont des tentacules, n'est-ce pas, dans certaines sphères insoupçonnées de l'État. Non, il faut passer au fédéralisme. En dehors du fédéralisme, je le dis, ça c'est ma conviction personnelle, il faudrait que ce fédéralisme soit implémenté, du moins qu'après le président de la République, il a dit, Jean-Robert, que ce soit un anglophone qui vient implémenter ce fédéralisme, parce que 60 ans de francophone, c'est trop. Et puis, ça nous permettra, n'est-ce pas, de contenir la sécession qui est dans les régions anglophones, tout en nous prévenant des autres sécessions qui pourront naître du côté des francophones. Alors, donc, je pense pour ma part que le président de la République, il a la clé. Le peuple, c'est bien de reconnaître que ça peut ouvrir une boîte de Pandore. Maître Richard Tanfou, on a écouté Elvis Ngolé indiquer tout à l'heure qu'il faut rassurer les populations. Quelqu'un l'avait déjà dit sur ce plateau, je crois que c'était Rodrigue. Il faut rassurer les populations, mettre en application les résolutions du Grand Dialogue National et surtout le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Bon, ça c'est ce qu'il dit. Je sais que vous, au MRC, vous pensez qu'il n'y a jamais eu de dialogue et qu'il faut véritablement travailler sur un véritable dialogue qui permette de trouver une issue favorable dans cette crise. Yes, you see, that is a bluff. In my personal capacity, I was one of those persons who were against the holding of the Grand National Dialogue, or the Major National Dialogue as they called it, because you saw the participants of that dialogue. A majority of them all, 3/4 of them were militants of the ruling party. Neither leaders of secessionists or leaders of the Ambanzonian, either republic or whatsoever, none of them were there. You even saw how the Cameroon Renaissance movement refused to participate because its own leader as well was in prison, together with its militants. Okay, we have had the Major National Dialogue. And to tell you how indecent or evil this regime is, they think that let us go for elections. Yes, we have to concede our power by all costs. The organized legislative and municipal election, the act that the Cameroon Renaissance movement took not to participate was a very, very big political decision to take. We know the consequence. Not going in for an election with the popularity that the Cameroon Renaissance movement had following the presidential election, everybody knew that if we had to go for elections, majority of votes will be theirs. But they thought that no.
going in for election when we know that, going in for this local election when we know that the Northwest and the Southwest are in fire. Who are the people going to vote? People are in refugee camps, in refugee countries. The voting atmosphere is not livable, but the regime decides to force up things, goes in for municipal and legislative elections, but we refused not going. And even our refusal, it is clear evidence. You saw that the people who did not go in for election, you see the percentage was more than those who participated. But still yet, you see the regime thinks that, no, just by acting by that, the regime itself has implemented secession, because it has clearly told the peoples of those two regions that your vote do not count. Oui, alors, mais maintenant, il y a eu quand même ce grand là, il y a eu des résolutions. Maintenant, il faut les implémenter. Est-ce que l'implémentation de ces mesures-là pourrait un tout petit peu... Parce qu'on a regardé dans le journal aussi, hein, la question des infrastructures dans ces localités, notamment dans le sud-ouest, on a pris... Il y a quelques exemples qui montrent que la situation est... You see, the Cameroon State will not. It stands that no other elections will be organized if they have not resolved the problems in the Northwest and the Southwest. I cannot stand here to give you maybe the political strategy, but it has categorically said that no other elections will be organized in those two, because it has been agitated that regional elections are coming up. But it stands to say that until we resolve the crisis in those two regions, can we then engage our militants or citizens to go in for election? Just to tell you that there is no political will in whatever the regime is doing. And it is but normal. A regime who has been in place for 38 years, having the same strategy, methods of behaving, repressive measures, not willing to dialogue. You think if we continue with this line of reasoning that let's first we'll go and reconstruct the Northwest and Southwest where we think there is, that is foul. It's faulty. On va sortir de l'émission par cette autre actualité en rapport avec la Côte d'Ivoire, Rodrigue Tchokodieu. Ces violences dans les rues d'Abidjan, des manifestants qui sont opposés à une nouvelle candidature de Alassane Dramane Ouattara. Oui, bon, enfin, c'est Alassane Dramane Ouattara qui lui-même manque la sortie. Finalement, il avait manqué l'entrée. C'était évident qu'il avait manqué l'entrée. Mais on avait pensé qu'il aurait pu soigner la sortie. Mais là également, c'est un acte manqué. Je pense qu'il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Ça va être difficile. Ces violences augurent quoi? Des semaines à venir difficiles? Ça augure. Si il force, et tout porte à croire qu'il va forcer à aller organiser des élections qui sont forcément contestées. Donc il faut vous attendre à une crise post-électorale qui peut éventuellement dégénérer. Parce que cette fois-ci, il y a d'autres acteurs qui sont en jeu. Les amis d'hier, les partisans de Guillaume Soro, qui sont effectivement là, vous vous en doutez bien, qu'ils ne sont pas évaporés dans la nature. Donc vous aurez peut-être une crise post-électorale, non plus uniquement avec peut-être les partisans. Vous parlez d'une crise post-électorale, on n'a même pas encore amorcé la phase préélectorale. C'est pour ça que vous voyez ceci, c'est comme un petit une mise en bouche, un ballon d'essai. Parce que pourquoi ils sont contre la candidature de Alassane Ouattara? Parce qu'ils savent très bien qu'il ne va pas perdre les élections. Ils savent bien qu'Alassane Ouattara ne vient pas. Est-ce que ces manifestations peuvent empêcher la tenue des élections en Côte d'Ivoire? Les manifestations n'ont empêché la tenue d'aucune élection dans un pays africain où le président de la République organise ses élections. Au Togo, on sait, et à l'époque, c'était limité à Lomé. On a construit les résultats de Lomé et il s'est proclamé président de la République. En principe, si les manifestations se poursuivent et rendent inapplicable l'organisation matérielle des élections, il va de soi que ces élections ne peuvent pas se tenir. Mais dans la posture où on voit Alassane Ouattara, qui n'a évolué que par le Poutine, il n'a évolué qu'en forçant. Il n'a jamais évolué de manière, si vous voulez, linéaire, harmonisée, harmonieuse, paisible, apaisée. Il peut très bien, parce qu'il s'est préparé, donc il a quand même marché sur 3000 morts en 2011. Donc il peut très bien marcher sur 1000, 1200, il peut estimer que c'est bon, enfin voilà, on peut toujours passer. Mais la différence maintenant, c'est qu'il risque d'avoir en face de lui ces partisans d'hier, des personnes qui hier l'ont accompagné dans cette prise de pouvoir-là. Je ne suis pas certain, peut-être qu'il a eu une réorganisation de l'armée, qu'il a l'effectivité, non pas simplement des comme-zones, mais des brigades sur le terrain, des comités, des brigades, à l'époque c'était le sergent-chef IB qui avait ça. Ça peut dire quoi? Ça peut dire que l'onction de l'Hexagone ne suffit pas? Non, l'onction de l'Hexagone
Encore que l'Hexagone n'a pas d'option. Non, l'Hexagone, c'est le pourrissement et on profite. C'est ce que les acteurs politiques africains doivent... Bon, enfin, malheureusement, ils ne retiennent pas beaucoup de leçons. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara ne pense pas qu'il a forcément le blanc-seing de la France. Non. L'Hexagone, ce sont les intérêts qui protègent au mieux mes intérêts, qui est capable de me donner un bail, peut-être même de 1000 ans encore, sur ce pays, qui peut maintenir ce pays dans la situation de trouble où il se trouve pour que moi je puisse tirer le meilleur profit. Donc, mais une précision quand même, et ça je l'ai lu sur un réseau social, les Camerounais n'ont pas de leçons à donner aux Ivoiriens. Ça, je pense qu'il faut être humble. Les Camerounais n'ont mais alors aucune leçon, à la fois d'engagement patriotique, à la fois, si vous voulez, d'endurance dans le combat. On n'a pas de leçons à donner aux Ivoiriens. Je suis désolé. Voilà. Jean-Robert Wafo. Non, mais l'endurance dans le combat, non, vous ne pouvez pas quand même dire ça. Je dis que c'est parce que ça fait quand même longtemps, c'est depuis 60 que les Camerounais se battent pour leur les Camerounais s'étaient battus. Indépendance. Les Camerounais s'étaient battus. Il ne me semble pas que les Camerounais, comme voilà, se battent beaucoup. Non, écoutez. Non, Jean-Robert Wafo. Les Camerounais sont battus. Ça, c'est indéniable. Ils se sont battus. Pour l'instant, ces Camerounais qu'on voit là... Bon. Ils se battent, mais malheureusement, ils ont affaire à un régime autiste, condescendant, dont la plupart servent des intérêts autres. Ça, c'est une constante. Bon, ben, autant, pour revenir sur la crise ivoirienne, autant ici au Cameroun, on demande que, notamment Jean-Michel demande que les acteurs d'influence, certaines, et la communauté internationale mettent suffisamment de pression, n'est-ce pas, sur le gouvernement, sur le régime de Yaoundé et sur les séparatistes pour qu'on aboutisse à une paix. Autant cette formule-là, c'est difficile qu'elle marche en Côte d'Ivoire parce que manifestement Ouattara, ou le président Ouattara, aurait eu l'onction, n'est-ce pas, des puissances occidentales, je veux dire de la communauté internationale. Parce que si la communauté internationale n'avait pas voulu que Ouattara se présente, il ne se serait pas présenté. Il n'y a rien à faire. Parce que lui-même sait que il n'y a que la communauté internationale maintenant, c'est-à-dire pour essayer de contenir la furie des populations. Si la communauté internationale on se souvient qu'après le décès de Gon Coulibaly, oui, il y a des militants qui s'étaient mobilisés pour lui demander justement de se représenter. Il avait indiqué à l'époque qu'il fallait qu'on lui laisse le temps de réfléchir. Enfin, il n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir. Exactement quelle était la décision à prendre. C'était peut-être le temps de consulter. Non. Dès qu'il l'a dit, je l'ai dit sur ma page Facebook, il sera candidat. Parce que quand on refuse, on dit qu'on a refusé. Et il sera élu. Quand on refuse, on dit qu'on a refusé. Mais quand on a dit qu'on lui laisse le temps, il faut le lire entre les paroles, entre les lignes. C'est-à-dire, c'était clair qu'il avait besoin, n'est-ce pas, du soutien. Il fallait d'abord qu'il aille demander le soutien de la communauté internationale. Une fois qu'il l'a obtenu, bon, maintenant, il va venir chercher à faire un forcing. Mais il faut... Mais Rodrigue soulignait, je vais dire, le regard de l'armée en Côte d'Ivoire, ça devrait compter. Non, mais écoutez, pour qu'il se présente, il faut bien évidemment qu'il assure d'abord ses gardes. Donc, la garde rapprochée, sûrement il y a eu une onction. Bon, maintenant, l'inconnu, c'est la réaction du peuple. Et ce peuple commence déjà à se manifester. Mais je pense pour ma part que c'est le mandat de trop. Jusqu'où peut aller ces c'est le mandat de trop. Mais ça peut aboutir à une déflagration sociopolitique de très grande envergure, de très forte amplitude. Tout est possible actuellement en Côte d'Ivoire. M. Ouattara, comme Rodrigue a dit, il a raté sa sortie. Et les conséquences, nul ne peut prévenir. Il avait raté l'entrée. Mais ce qui est sûr, mais vous avez écouté les raisons qu'il a évoquées pour justifier cette nouvelle candidature? Non, ça c'est des fausses raisons. Sauf si vous nous faites comprendre que, bon, il savait que Gon Coulibaly allait décéder. Bon, voilà. Mais quand on dit qu'on se retire, il n'y a plus rien pour vous faire revenir. Il n'y a rien à faire. Quand le président Ahidjo en 82, le 4 novembre, avait décidé donc de partir, l'histoire nous enseigne qu'il y avait des ministres qui lui avaient demandé, n'est-ce pas, de rester. Et que même l'actuel président lui avait demandé de rester. Il a dit, je pars. Je pars, et il est parti. Donc quand vous voulez partir, quand vous êtes chef, tout dépend de vous, c'est tout. Donc la mort de Gon Coulibaly, et puis quand il vient se représenter,
il est désormais difficile de donner du tort à ceux qui estiment que Gon Coulibaly, c'était juste un pantin manipulable à souhait et qui était programmé manifestement pour mourir avant le début des élections. Mais voilà. Maître Richard Tanfou, jusqu'où peuvent aller ces manifestations qu'on enregistre dans les rues d'Abidjan, des protestations contre la candidature de Alassane Dramane Ouattara? Oui, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Ça peut continuer comme ça et peut-être, moi je sais que le pouvoir appartient au peuple. S'ils décident de se mettre ensemble, ça peut arriver même peut-être à une destitution du président. Donc moi je pense qu'on peut seulement connaître quand ça commence. Mais connaître quand ça va finir, c'est un peu difficile. Moi je pense seulement, ce que moi je retiens, c'est que nos leaders, ou bien nos leaders africains n'ont pas de dignité. Parce que dire non demain et venir aujourd'hui dire oui, vraiment c'est embêtant. Ça montre que nous sommes toujours attachés à cette colonisation. On n'est pas encore vraiment indépendant en Afrique pour attendre un soutien de l'extérieur pour pouvoir te maintenir au pouvoir. C'est ce que je tire comme leçon. On a le sentiment également qu'on va rentrer bientôt dans une bataille juridique sur l'interprétation de la Constitution en rapport avec la question de cette candidature. Henri Konan Bédié l'a indiqué il y a quelques jours, Ouattara ne doit pas être candidat à l'élection présidentielle parce que la Constitution lui interdit. Et côté Ouattara, les gens estiment que la Constitution telle qu'elle se présente là lui permet effectivement d'être candidat en évoquant ce qu'ils appellent les effets non rétroactifs. Et il y a une très grosse inconnue dans cette affaire, c'est l'alliance des deux adversaires d'hier, c'est-à-dire l'alliance Guillaume Soro, Blé Goudé. Si cette alliance se formalise, elle peut faire mal. Elle est possible. En politique, tout est possible. Sur l'affaire de la rétroactivité ou pas, je vais dire que c'est pas des textes qui peuvent empêcher un chef d'État en exercice d'être candidat. Ça s'est vu au Burundi. Ce qui était évident pour tout le monde que Nkurunziza ne pouvait pas briguer un troisième mandat. Mais il a très bien expliqué, la loi était rétroactive. Et il est allé, il s'est présenté, il a passé ses 5 ans. Malheureusement, la sortie également a montré qu'il n'aurait pas dû passer ces 5 dernières années au pouvoir. Non, je pense que Alassane Ouattara, et il faut lire ça en perspective, il n'est pas venu pour être candidat. Il est venu pour se maintenir au pouvoir. Il ne vient pas faire une élection où il va mettre ses chances dans la balance avec qui que ce soit. C'est une commission électorale taillée sur mesure. Naturellement, il a certainement dû prendre quelques garanties effectivement à l'international. Et sur, comme Jean-Robert le disait, avec peut-être les hauts cadres de l'armée. Mais il n'y a que son bras armé de 2011. Il n'a plus ce bras armé-là. C'est de ça que je parle. Guillaume Soro. Ah ouais. Et malgré que les gens comme Soul to Soul, les proches de Guillaume Soro ont été embastillés, quelques-uns, il y a toujours une grosse inconnue. Il ne maîtrise pas le terrain. Il n'a pas le terrain. Alassane Ouattara n'est pas un homme de terrain. C'est un technocrate qui est venu dans les valises de Paris, comme Alpha Condé d'ailleurs. Et c'est bizarre. Ils suivent la même trajectoire. Il y a qui a cette inconnue-là sur le terrain. Et c'est elle. Oui, mais à la différence de Condé, il a été quand même dans l'opposition en Guinée pendant des décennies, avant de devenir chef d'État. Condé a roulé sa bosse. Mais tel qu'on voit là, il ne me semble pas qu'il y a des preuves, les signes en tout cas, que cette bosse-là a été roulée, qu'il a tiré effectivement les leçons. Peut-être qu'il est enivré par le pouvoir. Voilà. Comme quoi le pouvoir corrompt. Donc, je veux dire qu'ici, pour moi, on s'achemine tout droit parce que les résultats ne seront pas acceptés. Ça, c'est une évidence. Tel que c'est passe là, la commission électorale sera contestée, le vote sera émaillé, mais alors de plusieurs incidents, naturellement le résultat sera contesté et ça va déboucher sur une crise post-électorale. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas si compliqué à voir. Parce que derrière tout ça se joue un combat de génération. Naturellement. C'est la raison pour laquelle je dis l'axe Soro, Blé Goudé, s'il est consolidé, alors là, il faudra faire gaffe. Et de toutes les manières, en politique, tout est possible. Et ils nous aviseront. Voilà. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Jean-Robert Wafo, d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le plateau d'Equinox Soir. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes cadre du Social Democratic Front, ministre du Shadow Cabinet en charge de l'information. Merci également à vous, maître Richard Tanfou, d'avoir accepté de venir discuter avec nous dans le cadre de cette émission. Vous êtes militant du MRC, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Rodic Tchokodieu, merci d'être venu. Merci infiniment, Duval Fangwa, pour cette invitation.
Vous êtes journaliste et vous êtes responsable d'une radio ici à Radio Douala. Estuaire 95 FM. Je profite pour saluer tous les auditeurs de cette merveilleuse radio et leur donner rendez-vous demain matin 6h pour l'informatorium. Merci, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Bonsoir chez vous.